Le 19 décembre 2010, Greg Riordan, un architecte de 27 ans, rentre dans l'appartement qu'il partage avec sa petite amie Joanna Yates à Bristol en Angleterre, après avoir passé de son côté un week-end en famille à Sheffield. Il est inquiet. Il est inquiet parce que Joanna n'a pas répondu à ses appels ce week-end-là. Et elle n'est pas non plus dans l'appartement à son retour. En revanche, son sac à main, son téléphone portable et même son manteau sont bien là. Greg signale alors la disparition de sa petite amie à la police. À ce moment-là, la préoccupation principale est de savoir où se trouve Joanna et d'essayer de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Mais l'affaire va prendre une toute autre tournure lorsqu'un corps sera retrouvé enfoui dans la neige le matin de Noël. Joanna Yates est née le 19 avril 1985 en Angleterre, dans le comté d'Hampshire, sur la côte sud de Grande-Bretagne. Elle est la fille de David et Teresa Yates et passe somme toute une enfance heureuse à Romsey, une petite ville située à 13 km de Southampton, la plus grande ville du comté d'Hampshire. Après une scolarité classique à Romsey, Joanna intègre les rangs du Peter Simons College, un sixth form college qui est l'équivalent du lycée en France, qui est situé à Winchester, puis se spécialise en architecture et paysagisme au Whittle College, une université située dans l'Essex, à Chelmsford, au nord-est de Londres, à 200 km de Romsey. À la fin de ses études, au Whittle College donc, Joanna obtient une maîtrise en architecture du paysage et obtient aussi un premier emploi dans son domaine au sein d'une entreprise à Winchester. C'est là-bas qu'elle va faire la rencontre d'un certain Greg Riordan. Nous sommes alors en 2008 et Joanna Yates a 23 ans, elle tombe littéralement amoureuse de son collègue Greg qui est alors âgé de 25 ans. Dès l'année suivante, en 2009, Joanna et Greg décident d'habiter ensemble. Et à ce moment-là, l'entreprise dans laquelle ils travaillent tous les deux déménage ses bureaux à 180 km de Winchester, à Clifton, dans la banlieue de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et donc vous l'avez compris, Greg et Joanna ont deux solutions. Soit ils décident de quitter leur entreprise pour rester à Winchester, ou alors, ils gardent leur travail et s'installent à Bristol. C'est donc le début d'une nouvelle aventure pour tous les deux, d'une nouvelle vie, parce qu'ils décident de s'installer à Bristol. Sur place, finalement, Joanna va changer de travail et trouvera un emploi dans une autre entreprise, mais toujours dans le domaine de l'architecture du paysage, donc à Bristol. La Building Design Partnership, c'est comme ça que s'appelle son entreprise, ou plus court, BDP. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, tout se passe pour le mieux pour Joanna Yates. Elle est heureuse dans son nouvel appartement qu'elle partage avec son amoureux. Elle vient de décrocher en plus un nouveau travail, toujours dans le domaine de l'architecture, donc tout va bien. Le couple habite dans cet appartement de Westbury Park, dans la banlieue de Bristol. Seule ombre au tableau, s'il faut trouver quelque chose, c'est qu'ils sont tous les deux assez loin de leur famille, puisque Bristol se trouve à environ 160 km de Romsey, où vit la famille de Joanna, et à 220 km de Derby, la ville dans laquelle Greg a grandi dans le comté du Derbyshire. Mais évidemment, ça ne les empêche pas de garder contact avec leur famille et leurs amis respectifs. Et Greg et Joanna ont pris l'habitude de rendre visite à leurs proches de temps en temps, chacun de leur côté. En 2010, Joanna Yates et Greg Riordan décident de quitter leur appartement de Westbury Park et de déménager à Clifton, toujours dans la banlieue de Bristol. C'est en fait plus près de l'entreprise de Greg. Le 25 octobre de cette année-là, ils emménagent donc dans un nouvel appartement, l'appartement numéro 1 au rez-de-chaussée, le plus petit de la résidence située au 44 Canning Road. Le couple vit dans cet appartement avec un chat qu'ils ont adopté quelques mois auparavant et qui s'appelle Bernard. La soirée du 17 décembre 2010 est très importante et nous y sommes. Il s'agit d'un vendredi. Ce jour-là, Joanna et Greg déjeunent ensemble, comme ils le font régulièrement, dans leur restaurant favori, le Hop and Anchor Pub, qui est situé sur la Jacobs Wells Road à Clifton. Après le déjeuner, le couple se sépare, puisqu'exceptionnellement, Greg ne retourne pas travailler cet après-midi-là.
Il rentre dans leur appartement, il prépare ses affaires parce qu'en fait il a prévu de passer le week-end chez son demi-frère qui s'appelle Francis, sa femme Hélène et leurs enfants Bess et Alice qui habitent à Sheffield, à 280 km de Bristol. C'est pas la première fois que le couple passe le week-end séparément, j'ai commencé à vous en parler, leurs familles sont assez loin. Ça arrive de temps en temps que l'un ou l'autre aille passer quelques jours avec ses proches. De son côté, Joanna retourne travailler pour finir l'après-midi à son bureau du BDP. La météo de ce 17 décembre 2010 n'est pas bonne du tout et la police recommande aux habitants de reporter les voyages inutiles pour éviter d'être sur la route par ce mauvais temps. Mais Greg décide de ne pas faire cas des recommandations, il prend la route tout de même en fin d'après-midi. Joanna n'est pas très rassurée que Greg prenne la route, mais voilà, c'est sa décision, elle doit aller travailler. Et en plus de ça, de son côté, elle a prévu une petite soirée avec des collègues dans un pub de Bristol, et finalement, elle ne s'inquiète pas plus que ça au départ de son petit ami. Après son après-midi de travail, Joanna décide de se rendre directement au pub, comme convenu, elle ne passe pas par son appartement. Elle va au Bristol Ram Pub qui est situé au 32 Park Street. Avec ses collègues, elle passe un très bon début de soirée, une soirée plutôt tranquille puisqu'elle décide de rentrer chez elle dans son appartement du 44 Canning Road aux alentours de 20h. Lors de cette soirée, ses collègues s'inquiètent en fait de la savoir seule tout le week-end, mais Joanna les rassure, elle explique que tout va très bien, qu'elle va très bien, qu'elle a même hâte de passer le week-end toute seule, elle a prévu de faire de la pâtisserie, de finir ses achats de Noël. Elle quitte donc le Bristol Ram Pub de Park Street et rentre à pied, elle a environ 30 minutes de marche pour arriver à son appartement. Sur son chemin, Joanna se rend dans un premier magasin qui s'appelle White Rose à Clifton Triangle, un supermarché qui est donc sur sa route. La caméra de vidéosurveillance la filme regarder, en train de passer devant le magasin, puis revenir légèrement sur ses pas et entrer finalement dans ce magasin. On la voit ensuite en train de marcher dans les rayons pendant quelques minutes, parmi d'autres clients. Mais visiblement, elle ne trouve rien d'intéressant dans ce magasin puisqu'on voit Joanna ressortir quelques instants plus tard, sans achat, aux alentours de 20h10. Joanna continue ensuite sa route, elle envoie un SMS à un ami qui s'appelle Matthew Wood, il est 20h20. Dans ce SMS, elle écrit la chose suivante: « Où es-tu ? Est-ce que tu veux boire un verre ?» Mais elle ne reçoit pas de réponse. Elle appelle ensuite sa meilleure amie, Rebecca Scott, c'est ce que dira cette dernière aux enquêteurs un peu plus tard. Les relevés d'ailleurs téléphoniques le confirmeront. Elle planifie au téléphone toutes les deux de se voir le 24 décembre, certainement pour fêter Noël. Lorsqu'elle raccroche, il est environ 20h30 et Joanna approche de chez elle. Dernier arrêt pour la jeune femme, selon les images de vidéosurveillance toujours, Joanna Yates s'arrête dans un Tesco Express dans lequel elle achète ce qui ressemble à son repas du soir, une pizza. Ensuite, elle ira dans un Bergen Booze pour acheter 2 bouteilles de cidre qui se situent dans Clifton Village. Les enregistrements montrent qu'il est alors environ 20h44 et ce sont les dernières images de Joanna sur son trajet pour rentrer chez elle. Après quoi, elle poursuit son chemin et rentre vraisemblablement à son appartement de Clifton. La police estimera par la suite que Joanna Yates aurait bien rejoint son domicile aux alentours de 20h45, sachant qu'il lui fallait, je vous l'ai dit, 30 minutes de marche pour se rendre du pub à chez elle, qu'elle a fait quelques arrêts dans des magasins. Le trajet semble donc s'être passé sans encombre. Pendant ce temps-là, son petit ami Greg est lui bien arrivé dans la famille de son demi-frère à Sheffield après 4 heures de route. Sachant que la météo était mauvaise et qu'il était déconseillé de prendre sa voiture, il tente d'appeler Joanna sur le téléphone fixe de leur appartement pour lui expliquer que le trajet s'est bien passé, qu'il est bien arrivé, qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Il n'arrive pas à la joindre. Et en pensant qu'elle est toujours au pub avec ses collègues, il ne s'inquiète pas plus que ça. À 22h30, n'ayant pas de ses nouvelles, il envoie un SMS lui disant que tout va bien,
que le trajet s'était bien passé et qu'il espérait qu'elle s'amusait bien au pub. Ce premier message SMS restera sans réponse de la part de Joanna. Le week-end est entamé, Greg fait du ski avec sa famille, il passe un bon moment, mais il essaie quand même de joindre à plusieurs reprises Joanna sans succès. Il l'appelle le samedi midi, le samedi soir et dans la journée du dimanche. Mais Joanna ne répond pas. Il lui envoie alors plusieurs SMS qui restent également sans réponse. Le dimanche 19 décembre 2010, dans l'après-midi, Greg fait le trajet de retour de Sheffield à Bristol et commence sérieusement à s'inquiéter. Sa petite amie n'a pas l'habitude de le laisser sans nouvelles aussi longtemps. Mais il se dit, en tout cas il essaie de se rassurer, qu'elle doit être bien occupée avec notamment les préparatifs de Noël. Il savait qu'elle avait 2-3 courses à faire. Et il dira d'ailleurs à la police un peu plus tard qu'il pensait qu'elle s'amusait et qu'elle n'avait pas le temps de regarder son téléphone portable. Lorsqu'il arrive chez eux au 44 Canning Road, à Clifton, le 19 décembre 2010, aux alentours de 20h, Joanna ne se trouve pas dans l'appartement. C'est étrange. C'est étrange parce que la soirée est déjà programmée pour les amoureux. Ils ont prévu de regarder la finale de leur émission favorite, l'émission de télé-réalité The Apprentice, diffusée sur la BBC à 21h, et il ne reste plus beaucoup de temps avant que l'émission ne commence. Greg le sait, Joanna n'aurait jamais raté cet épisode final. Il est donc étonnant qu'elle ne soit pas à l'appartement. Cependant, Greg se raisonne. Il se dit que Joanna a peut-être décidé de continuer ses achats de Noël. Il est 20h55. Joanna n'est toujours pas rentrée. Greg essaie de la joindre encore une fois par téléphone pour lui rappeler que l'émission va commencer dans quelques minutes et que ce serait bien qu'elle revienne à l'appartement. Mais en essayant de la rappeler, c'est ce qu'il expliquera par la suite à la police, il entend le téléphone de Joanna sonner quelque part dans l'appartement. Et c'est là qu'il se rend compte de quelque chose de très troublant qu'il n'avait pas remarqué en fait depuis son retour. Si Joanna n'est pas là, ses affaires, en revanche, sont toutes dans l'appartement. Son téléphone portable se trouve dans la poche de sa veste blanche accrochée, comme d'habitude, au porte-manteau. Il y a aussi son sac à main, qui se trouve sur la table, avec ses clés, ses lunettes et son portefeuille. Ça, c'est extrêmement bizarre. Il n'y a aucune raison que Joanna soit dehors, ou en train de faire les boutiques, sans avoir pris ni argent, ni lunettes, ni même les clés de l'appartement. De plus, le chat du couple Bernard semble être affamé. Sa litière déborde, comme si personne en fait ne s'était occupé de lui durant le week-end. C'est à cet instant précis que Greg se rend compte que quelque chose de grave s'est produit. Il est déjà plus de 21h le dimanche 19 décembre quand Greg décide d'appeler les parents de Joanna. Il les contacte et leur demande si par hasard ils savent où se trouve leur fille. Évidemment, la réponse est non, et les parents de Joanna décident de prendre immédiatement la route en direction de Bristol pour essayer de retrouver leur fille. Pendant ce temps-là, Greg appelle les collègues de Joanna, des amis, mais personne ne l'a vue depuis vendredi soir, depuis cette fameuse soirée entre collègues au Bristol Ram Pub. Ce soir du 19 décembre 2010, après avoir appelé toutes les personnes que le couple connaît dans la région de Bristol, Greg Riordan se rend à l'évidence. Sa petite amie a tout simplement disparu. Et visiblement, involontairement, puisque toutes ses affaires sont encore là. Il appelle donc la police de Bristol et annonce la disparition de Joanna Yates. Commence alors une enquête pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver à Joanna. La police démarre par fouiller l'appartement de Joanna et Greg. Elle retrouve la facture qui prouve que Joanna a bien acheté une pizza le soir du 17 décembre, mais la pizza n'a pas été retrouvée, bon ça on peut se dire qu'elle l'a mangée, ni même le carton d'emballage. La police retrouve en revanche le cidre, souvenez-vous, acheté également le vendredi soir. Une bouteille est un petit peu entamée, l'autre est encore intacte. En dehors de ça, rien ne laisse penser que la disparition de Joanna ait pu avoir lieu dans des circonstances violentes. L'appartement n'est pas sans dessus-dessous. Les policiers font également la même constatation que Greg, ses affaires sont bel et bien là. Elle est bien rentrée chez elle en fait après la soirée, après ses courses, et donc elle est repartie, mais très certainement, c'est pas une disparition volontaire,
Parce que sinon, si elle était repartie, elle serait repartie avec ses lunettes, avec son sac à main, avec ses sous, avec son téléphone portable. Joanna a été enlevée chez elle. En tout cas, c'est la question que les policiers se posent. Et si elle a été enlevée chez elle, ça veut dire qu'elle a ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait peut-être. En tout cas, elle n'a pas eu peur d'ouvrir la porte. Dans la foulée, la police procède également à une enquête de voisinage et demande aux voisins de Joanna et Greg si quelque chose leur a semblé étrange pendant ce fameux week-end. Des agents interrogent notamment les voisins les plus proches de l'appartement du couple. Vincent Tabak et sa petite amie Tania Morson, qui assurent qu'ils connaissent mais très peu en fait Joanna, ni Greg d'ailleurs. Et ça c'est confirmé par Greg. Greg explique qu'effectivement ils ne se sont parlé qu'une seule fois quand Bernard le chat s'était enfui. Et Greg rajoute qu'à ce moment-là ils n'ont parlé qu'à Tania, ils n'avaient pas rencontré Vincent Tabak qui n'était pas présent ce jour-là. Et puis je vous rappelle que Joanna et Greg avaient emménagé dans cet appartement le 25 octobre 2010. Nous sommes au mois de décembre, il s'est passé très peu de temps pour que les voisins aient pu vraiment faire connaissance. Le 23 décembre, la police procède également à des fouilles dans les appartements de la résidence du 44 Canning Road, mais aucun élément ne permet de savoir ce qui est arrivé à Joanna Yates depuis qu'elle a été vue par ses amis pour la dernière fois le soir du 17 décembre. Le matin du 25 décembre 2010, alors que les familles anglaises fêtent Noël tranquillement, le corps sans vie d'une jeune femme est retrouvé enfoui dans la neige, sous un tas de feuilles, à Feyland, à environ 5 km de Bristol, par un couple qui promène son chien. La police et les secours sont appelés immédiatement sur les lieux et une autopsie est réalisée le lendemain, le 26 décembre 2010, sans qu'on ne sache pour le moment s'il s'agit du corps de Joanna Yates. Selon les premiers résultats de l'examen, la victime serait morte par strangulation plusieurs jours avant la découverte du corps. Elle n'aurait pas été agressée sexuellement, le corps avait d'ailleurs été retrouvé entièrement habillé, seul son t-shirt était un peu relevé. En revanche, l'autopsie permet de révéler plusieurs choses. Déjà, la victime a été blessée à 43 reprises avant sa mort. Le corps présente des coupures et des bleus à la tête, au cou, au torse et au bras, comme si elle avait lutté. La jeune femme a également le nez fracturé, ce qui peut donc laisser entendre qu'elle aurait tenté effectivement de se défendre. Une trace ADN est également retrouvée sur son ventre. Des analyses plus approfondies sont effectuées. Elles sont sans appel. Le corps est bel et bien celui de Joanna Yates. Se met alors en place toute une cellule d'investigation avec 80 détectives chargés de découvrir ce qui est arrivé à la pauvre Joanna Yates. Le premier suspect, évidemment, vous l'avez compris, c'est Greg Riordan, le petit ami. Sauf que, on l'a vu ensemble, il a un alibi. Il a passé le week-end à Sheffield avec son demi-frère, c'est vérifié, son téléphone est analysé. Il est rapidement exclu de la liste des suspects. De nombreux appels à témoins sont alors lancés afin d'obtenir des pistes sur la disparition et la mort de Joanna Yates. Les parents de Joanna, David et Teresa Yates, appellent à l'aide lors d'une conférence de presse et après cette vidéo, la police reçoit plus de 1300 appels. Toutes les pistes sont minutieusement vérifiées. L'une d'elles va d'ailleurs interpeller les enquêteurs. C'est une femme qui assure avoir participé à une fête dans une maison voisine de l'appartement de Joanna le soir du 17 décembre. Elle explique aux enquêteurs avoir entendu 2 cris aux alentours de 21h le 17 décembre et que ces cris auraient pu provenir de l'appartement de Joanna. Après ces 2 cris, c'est ce qu'elle raconte, plus rien. Les enquêteurs comprennent alors que Joanna a été attaquée par son meurtrier chez elle, le soir du 17 décembre. Un deuxième suspect est alors interpellé. Après Greg, c'est Christopher Jefferies, un enseignant du Clifton College, qui est arrêté chez lui le 30 décembre 2010, soit 5 jours après la découverte du corps de Joanna. Il s'agit, écoutez bien, du propriétaire de l'appartement dans lequel Joanna et Greg habitent. Il vit également dans la même résidence, au 44 Canning Road. Son logement est fouillé, sans qu'aucune preuve de l'implication de Christopher Jefferies
dans la disparition de Johanna Yates ne soit trouvé. En revanche, le 31 décembre, alors que l'arrestation de Christopher Jefferies a été annoncée sur toutes les chaînes de télé, la police locale reçoit un appel étonnant. Un coup de téléphone qui vient des Pays-Bas. Il s'agit du voisin de Johanna et Greg, Vincent Tabak, un ingénieur néerlandais de 32 ans qui est rentré aux Pays-Bas dans sa famille pour les fêtes du Nouvel An. Il appelle la police depuis les Pays-Bas et assure que Christopher Jefferies s'est rendu dans sa voiture le soir du meurtre de Johanna Yates, dans la voiture de Vincent Tabak. Une info pour le moins étrange qui sème le doute dans la tête des policiers. L'interrogatoire se corse. Christopher Jefferies est interrogé pendant 3 jours, avant d'être finalement libéré sous caution, faute d'éléments dans le meurtre de Johanna Yates. Pendant ce temps-là, un agent de police de Bristol se rend aux Pays-Bas pour rencontrer ce fameux Vincent Tabak et discuter avec lui. C'est à ce moment-là que le doute commence vraiment à planer au-dessus du voisin de Johanna et Greg. Parce que lors de cette rencontre aux Pays-Bas, il assure aux enquêteurs être sorti 2 fois de chez lui le soir de la disparition de Johanna, le 17 décembre. Une première fois pour prendre des photos de la neige et une deuxième fois pour aller chercher sa petite amie. Ce qui veut dire qu'il était donc seul chez lui en début de soirée, au moment où les autres voisins ont entendu une jeune femme crier. Le problème, c'est que lui n'aurait rien entendu alors qu'il est tout près de l'appartement de Johanna et Greg. L'enquête se poursuit pendant encore plusieurs semaines. Puis le matin du 20 janvier 2011, soit près d'1 mois après le meurtre de Johanna, un 3e homme est interpellé dans cette affaire. Il s'agit du fameux Vincent Tabak, le voisin de Greg et Johanna. On l'a dit, il habite avec sa compagne, Tanya Morson, dans l'appartement d'à côté. Vincent Tabak est, je vous le rappelle, un ingénieur de 32 ans, né aux Pays-Bas et qui habite et travaille en Angleterre depuis 2007. Il a emménagé dans cet appartement à Bristol avec sa petite amie Tanya en juin 2009, donc avant l'arrivée de Greg et Johanna dans la résidence. Le 20 janvier 2011, donc, Vincent Tabak est placé en garde à vue et son appartement est fouillé. Des analyses ADN sont effectuées, puisque je vous rappelle qu'un échantillon d'ADN avait été retrouvé sur le ventre de Johanna. Selon les premiers examens réalisés par une entreprise privée, l'ADN recueilli sur le corps de Johanna correspond à celui de Vincent Tabak. Mais la qualité de l'échantillon n'est pas suffisante pour que cette preuve soit utilisée au tribunal et permettre la condamnation de Vincent Tabak pour le meurtre de Johanna Yates. Le 22 janvier 2011, pourtant, Vincent Tabak est bel et bien accusé du meurtre de Johanna Yates, après 4 jours d'interrogatoire. Il est placé en détention provisoire. Pourtant, il assure qu'il est innocent dans cette affaire et dit pour sa défense que les analyses ADN réalisées par cette entreprise privée ont été falsifiées. Mais les doutes concernant son implication dans le meurtre de Johanna sont trop importants et il est maintenu en détention. 1 mois et demi plus tard, le 4 mars 2011, la police annonce que Christopher Jefferies, le propriétaire de l'appartement de Greg et Johanna, ne fait plus officiellement partie de la liste des suspects dans cette affaire et il est libéré. Mais plusieurs journaux britanniques continuent de le présenter comme un coupable potentiel, allant jusqu'à interroger certains de ses élèves au Clifton College, des élèves qui le décrivent comme étrange. Le 21 avril, Christopher Jefferies poursuit 6 tabloïds anglais pour diffamation. Il gagne son procès et reçoit d'ailleurs de gros dommages et intérêts le 29 juillet 2011. Le 4 octobre 2011, c'est le procès de Vincent Tabak qui s'ouvre à Bristol. Il est poursuivi pour meurtre et accusé d'avoir tué Johanna Yates en l'étranglant peu après qu'elle soit rentrée chez elle le soir du 17 décembre 2010. Pendant son procès, il dit ne pas avoir commis le meurtre, mais plaide coupable pour homicide involontaire. Voici ce qu'il raconte pendant le procès. Selon lui, Johanna, ce soir-là, l'aurait invité à boire un verre, après qu'ils se soient croisés dans le couloir de la résidence. Une bouteille de cidre ayant été retrouvée entamée dans l'appartement de Johanna, il se peut que ce premier élément soit vrai. Selon Vincent Tabak toujours, Johanna Yates aurait alors commencé à flirter avec lui. Une chose en entraînant une autre,
Il aurait essayé de l'embrasser, mais Johanna se serait mise à crier à ce moment-là, pris de panique. Et pour la faire taire, il aurait mis ses mains sur sa bouche et autour de son cou, ce qui aurait suffi à la tuer. Vincent Tabak mesurant 30 cm de plus que Johanna et ayant une carrure plutôt imposante, il se peut que la strangulation se soit passée très vite, c'est ce que racontent les médecins légistes. En revanche, aucune explication concernant les 43 blessures infligées à Johanna avant sa mort. Vincent Tabak assure que tout s'est passé très vite, mais les analyses du corps ont révélé qu'elle avait lutté pendant un moment avant de mourir. Toujours lors de son procès, Vincent Tabak explique comment il s'est débarrassé du corps de Johanna. Il dit l'avoir emballé, puis placé dans le coffre de sa voiture. Il aurait ensuite pris la route pour jeter le corps par-dessus un mur à Feyland, à quelques kilomètres donc de Bristol, là où on a retrouvé son corps. Sur la route, il assure avoir quand même pris le temps d'aller faire du shopping pour acheter de la bière et des chips. Le 28 octobre 2011, Vincent Tabak est déclaré coupable du meurtre de Johanna Yates. Il est condamné à la prison à vie avec une peine de sûreté de 20 ans. De son côté, la famille de Johanna tente de se reconstruire. Ils ont ouvert une cagnotte en ligne pour récolter des fonds afin d'aider les recherches d'autres personnes disparues en Angleterre. L'argent récolté, plus de 6 300 € pour le moment, est intégralement reversé à l'association Missing People Charity. Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que j'ai été le plus précis possible dans les détails concernant cette terrible affaire. Comme quoi, il faut aussi se méfier des voisins, même si, encore une fois, heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Mais il est important de rester quelque peu sur ses gardes. Je vous laisse avec le studio parce que ça y est, c'est terminé. Pour celles et ceux qui suivent l'aventure depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai décidé d'aménager la cave que j'ai chez moi en studio. Ce sera en gros mon futur endroit de travail, voilà le futur endroit où j'enregistrerai les vidéos. Et bien c'est terminé, je vous montre les images. Il y avait la cave avant, voici la cave après, donc un super studio. Je suis très content du résultat. C'est pas encore aménagé, c'est-à-dire qu'il faut que je mette un bureau, que je puisse aménager un petit peu, mais c'est en cours, donc ce sera pas encore le décor des prochaines vidéos, mais ça arrive dans les prochaines semaines, promis. Je vous tiens informé, je vous tiens au courant. Merci pour vos messages ici ou là concernant l'évolution des travaux. Voilà, vous m'avez à la fois donné des conseils, à la fois encouragé, à la fois peut-être découragé sur certains trucs, mais évidemment j'ai gardé que les meilleurs conseils. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je vous laisse avec ces images. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!